Alors, comment penser le vivant? Comment vivre avec le vivant? Et quels sont les ingrédients de cette cohabitation? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Charlotte Cosson. Charlotte, tu m'as dit que tu avais fait des études en histoire de l'art, car tu avais rencontré des artistes assez fous pour penser qu'ils pouvaient changer le monde avec l'art, effectivement. Mais ce qui est rapidement devenu fou, c'est que tu es devenu commissaire d'exposition et que tu as dû collaborer avec des grosses institutions à Marseille qui parfois effectivement émettent beaucoup de gaz à effet de serre et ça ne t'a pas forcément beaucoup plu. Tu as donc tout quitté, tu es parti vivre 4 mois dans un cabanon sans eau ni électricité. Tu t'es formé à la permaculture et tu disais alors vouloir vivre avec moins. Finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein d'autres artistes, permaculteurs, permacultrices, des collectifs qui dansaient avec des plantes ou des designeuses qui concevaient des hôtels à insectes. Et tu as voulu exposer ces recherches et même aller plus loin. Tu as adopté des terres malades, tu m'as dit ça, afin que la biodiversité puisse y revenir. Et tout ça, tu l'as raconté dans Féral. Féral, c'est un ouvrage qui est paru chez Actes Sud et qui raconte en fait des solutions qui sont venues sur ton chemin, que tu as découvert en protégeant ces terres, en y faisant revenir de la biodiversité, ces terres qui étaient malades. Et c'est un ouvrage aussi pour sortir de la solastalgie, quelque chose qui habite énormément ta réflexion. Aujourd'hui, tu enseignes à Sciences Po Ex et tu pratiques la transe comme un moyen de se sentir appartenir à la trame du vivant. Tu es aussi activiste, puisque tu te bats actuellement, notamment ce week-end apparemment, pour la sauvegarde du Coulon, qui est une rivière juste à côté de chez toi. Ma question, c'est comment on passe finalement de la tristesse, cette solastalgia, qui est le thème de cette soirée, à l'action, et quelle place on accorde au vivant ou au Coulon dans nos œuvres artistiques. Merci Juliette, et merci surtout d'avoir mentionné la ripisylve du Coulon, parce que cette nuit, ça n'est pas le stress à l'idée de vous parler ce soir au Palais de Tokyo qui m'a gardée éveillée, mais c'est la menace de la destruction de 44 hectares de cette ripisylve absolument magnifique. Et pourquoi je me bats pour cette rivière? C'est parce qu'elle est entrée dans mon cœur. Et en fait, c'est peut-être elle qui me donne toute cette énergie, et l'énergie d'essayer de rassembler autour des vivants. Pourquoi est-ce que je parle d'énergie? Parce que je pense que quand on discute de solastalgie, on parle aussi d'énergie. La solastalgie, c'est un état qui place dans une stase, dans une immobilité, qui peut aller jusqu'à la dépression. C'est un bel indicateur que quelque chose ne va pas. Moi, je comprends assez bien quand on dit 6e extinction de masse, plus 4 degrés, c'est assez difficile. Comment continuer à produire en plus, alors qu'on en a parlé, il y a une nécessaire décroissance à entreprendre. Ces mots, ils doivent être prononcés, parce on doit prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en ce moment même, pas plus tard, en ce moment même. Mais ces mots, ils nous font aussi perdre nos moyens. Alors comment sortir de cette léthargie ? Et j'ai trouvé une piste de réponse dans une assez mauvaise nouvelle, pourtant, soulignée par la théoricienne et philosophe Anna Tsing. C'est que nous sommes en partie entrés dans l'ère de l'Anthropocène, ou plus justement du capitalocène, parce que les activités capitalistes ont tellement réduit les zones où la vie pouvait se reconstituer, que justement, cette vie ne peut plus se reconstituer. Et en fait, ça c'est un mot de la permaculture, ce problème c'était peut-être une solution. Parce que si le problème c'était le manque de sauvages, alors la solution, c'est peut-être de faire plus de place aux sauvages. Et la bonne nouvelle, c'est que le sauvage forme désormais potentiellement une destination. Et quand on a une destination, on peut se remettre en mouvement. On peut sortir de la solastalgie, on peut sortir de cette stase parce qu'on a enfin un but. Et ensuite, chacune d'entre nous, on peut trouver son propre itinéraire, forcément créatif, pour aller vers cette destination. Et c'est assez merveilleux parce qu'en français, on a précisément un mot pour parler de cet itinéraire. Et ce mot, c'est le mot féral. Alors on appelle féral un être qui, de domestiqué, revient à la vie sauvage. Donc ça peut être un cheval, un chat,
une plante, pourquoi pas une humaine. Et féral est synonyme de hareng, mais aussi de marron. Et on appelait aussi marrons les hommes et les femmes qui s'échappaient des plantations esclavagistes pour retrouver la liberté. Et souvent, ils partaient habiter dans les montagnes et la forêt. Et en fait, devenir féral, à plein d'égards, c'est s'extraire d'un régime de colonisation qui frappe à tous les niveaux. Quand on appelle des herbes mauvaises, quand on appelle un animal un nuisible, ou juste pour préserver notre confort, on laisse des milliers d'hommes et de femmes se noyer à nos frontières. Le capitalisme, et c'est pas moi qui le dis, c'est Achille Mbembe, est une nécropolitique. Un système qui a transformé tous les corps, toutes les vivantes et tous les éléments de nature en choses mortes, exploitables à merci. Un arbre fait une jolie table, un veau, un élément, enfin le bébé d'une vache, disons-le clairement, un repas de fête, et des planctons morts il y a des milliards d'années, de l'énergie pour prendre l'avion. Mais pour tenter de sortir de cette logique mortifère, nous avons à réhabituer nos yeux, domestiqués par le capitalisme, par cette culture de prédation, à voir à nouveau la réalité. C'est-à-dire que tout vit, ou tout est en ancien vivant, tout fourmille, tout vibre. Et c'est assez beau parce qu'en fait, ce qui a un nom, ce qui vit, ce qui vibre, ce qu'on aime, on a envie de le protéger. En fait, on respecte et on protège non pas des objets, mais des sujets. Et c'est précisément à cet endroit que nous avons du pouvoir, chacune et chacun d'entre nous. Nous avons le pouvoir de changer les choses, en premier lieu à l'intérieur de nous, mais bien sûr dans l'idée de faire un collectif, tous ensemble. Et pour sortir de ce monde, de cette appréhension du monde comme un stock de ressources, à un monde de vivants. Et en fait, c'est aussi une façon, ou alors, je ne sais pas, c'est peut-être un moyen, de passer de la restriction mentale, qui est en fait une perte d'énergie, une perte de puissance, à un amour qui va donner de l'élan. En fait, moi, dans mon quotidien, ça me donne ça me donne beaucoup de joie de me dire qu'il y a des milliers de vies qui ne sont pas abattues, mais qui l'auraient été si j'avais continué le mode de vie des générations précédentes. En fait, ça me donne beaucoup de joie et d'élan au quotidien. J'ai pas du tout l'impression d'être dans la restriction mentale parce que je suis dans cet amour pour les autres vivants. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de passer de l'immobilisme à l'empuissantement. Mais comment voir à nouveau que tout est vivant ? Comment sortir de cette domestication en fait, de nos perceptions qu'a induite la modernité ? Alors en premier lieu, nous pouvons nous inspirer des êtres qui n'ont jamais oublié que la vie pullule. Alors, les plantes, les animaux, les peuples racines. Mais il faut être aussi assez lucide pour un moderne ou une moderne, donc pour nous, c'est un petit peu difficile parfois. Le pas est parfois un peu grand, parce qu'en plus, on a été vraiment nourris à la rationalité, et en plus on nous a dit, on nous a expliqué qu'on était supérieur par A plus B. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même, nous les modernes, deux moyens potentiels pour essayer de sortir de notre culture. C'est l'art, parce que c'est une culture qui permet de transformer les cultures, c'est ça qui est beau, et la permaculture. Et je crois qu'en ce moment, en tout cas c'est ce que j'explore dans mon livre, les deux se rejoignent assez souvent. Alors la permaculture, elle a d'abord été pensée dans le cadre de l'agriculture, et c'est une approche qui est inspirée des savoirs traditionnels autochtones de co-création avec le vivant pour pouvoir se nourrir, mais elle a été généralisée ensuite par deux chercheurs pour qu'elle puisse être appliquée sur tous les sols, tous les climats et à peu près partout. Et en fait, ce qui est beau avec la permaculture, c'est surtout son premier principe, c'est observer la nature pour travailler avec elle et non contre elle. Mais la permaculture, c'est aussi une contre-culture,
car elle est applicable à toutes les échelles. Tout se jardine, même l'art, même les humaines. Et un art permacole est un art qui trouve, pour moi, sa source dans les besoins du sauvage, dans les besoins du vivant, pour y répondre. Donc je pense par exemple à Lois Weinberger, dont les installations permettent à des herbes pionnières de venir se réinstaller dans les villes à la place du béton, ou au nouveau ministère de l'Agriculture de Stéphanie Sago et Suzanne Husky, qui ont publié un manifeste pour une agriculture de l'amour, ou qui pensent des installations qui vont répondre aux besoins des vivants, humains et non humains, sur place. Et ces artistes, ils co-créent avec d'autres vivants, soit des vivants non humains, soit carrément des êtres qui ne sont même pas considérés comme des vivants par les modernes, les pierres, les montagnes, les rivières. Et en fait, ces êtres deviennent des acteurs et des actrices à part entière en fait, de leurs œuvres, comme les bactéries bioluminescentes du spectacle des guetteuses qu'on a vu dans le documentaire, ou alors, bien sûr, les maisons campagne et le mycélium de Bento Architecture, et qui va arriver dans assez peu de temps. Et là, on touche au mode de production de l'art et des outils de nos quotidiens. Je crois qu'on est dans un moment où la fin ne justifie plus les moyens, comme Olafur Eliasson à la COP21. On ne peut plus faire du fait de ce que je dis et pas ce que je fais. Le temps de la congruence est arrivé. Et aujourd'hui, il y a des créateurs et des créatrices dont le discours écologique va à la fois dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre, mais ils vont aussi plus loin en proposant des œuvres qui sont des danses avec d'autres vivants, voire des offrandes faites aux sauvages. Et elles pensent aussi à la manière dont elles reviendront à la terre pour la nourrir, ou comment l'art peut devenir compost fertile pour une vie nouvelle. Et justement, nous recevons l'association d'architectes Bento Architecture afin de discuter de ces modes de production durables qui amènent à des co-créations avec d'autres vivants. Salut. Alors Florian Mailleux, Charles Pallier et Corentin Dallon, vous êtes les 3 membres de Bento Architecture et les co-curateurs du pavillon belge de la dernière Biennale internationale d'architecture de Venise. Alors Corentin et Florian, vous êtes rencontrés dans des études d'architecture à la Cambre, et après vous êtes partis construire un centre pour enfants au Bénin. Et c'est là que vous avez entamé une réflexion sur la nécessité de s'appuyer sur des ressources et des savoir-faire locaux, donc ici en brousse. Vous avez notamment rencontré là-bas la construction en terre crue, matériau pour lequel, Corentin, tu t'es passionné puisque tu as continué avec un master spécifique sur ce mode de construction. En 2020, Florian et Charles, vous fondez le laboratoire de recherche Bento autour d'un matériau vivant. Et vous faites pousser des fungis dans des vieux frigos, c'est ça? Ce que vous m'avez dit. Et Corentin vous rejoint ensuite, et tous les 3, vous vous échappez en forêt de Soignes, où la ressource locale qui vous embrase, c'est le mycélium. Donc c'est la partie généralement qui reste invisible des champignons, qui reste plutôt sous terre, et donc qu'on voit moins, ou qui parfois peut être invisible à l'œil nu. Et alors que vous vous confrontez à la réalité de l'architecture, faite de labels et de normes, vous vous rendez compte que l'art contemporain, finalement, est un creuset où il est un petit peu plus facile de faire des expérimentations. À la suite de ça, vous rencontrez Vinciane Desprez, et c'est une grande aventure qui commence et qui débouche notamment dans ce pavillon encore ouvert à Venise, où les sens des regardeuses sont assez émoussés, avec des odeurs de sous-bois, des matériaux et des sensorialités différentes, diverses, parce que vivantes. Vos constructions et maisons compagnes, comme vous les appelez, sont des invitations à se responsabiliser vis-à-vis du territoire, à cohabiter avec des vivants non humains dont nous sommes codépendants, et aussi à prendre soin.
Et aussi, elles sont pensées pour pouvoir revenir à la terre. Compost fertile pour un futur qui le serait tout autant. Dans un livre coécrit avec Vinciane Desprez et Juliette Salme, vous interrogez le système de production extractiviste vorace dans lequel nous sommes nés. Donc, Corentin Dallon, pourriez-vous nous parler de la manière dont co-créer avec un vivant comme le mycélium vous permet d'aller plus loin qu'une seule réduction des gaz à effet de serre et vous permet au contraire de penser tout un système nouveau? Salut, merci pour l'introduction large. Moi, je laisserais peut-être plutôt Flo et Charles. Et Charles était avec nous aussi à la fac. On était déjà copains. Moi, nous, on est architectes. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, qui est important de préciser. Et donc, on essaie d'apporter des réponses concrètes donc à des questionnements un peu plus larges qu'on a. Et on aime bien commencer par la question comment penser l'architecture dans un monde aux ressources finies. Donc, moi, je vais revenir plus généralement sur les ressources. Donc, il y a deux temporalités, le court terme et le long terme. Sur le long terme, ce serait plutôt un autre rapport au bâti. Donc ça, je laisserai plutôt les garçons aborder. Et au court terme, c'est l'enjeu climatique avec une vision un peu Jean Covicis qui est l'impact carbone de la construction. C'est 30% à peu près des émissions de gaz à effet de serre, dont 8% juste pour le ciment. Donc ça, c'est quelque chose auquel on doit se confronter donc de manière très concrète et de manière un peu court-termiste avant de poser des concepts plus fondamentaux. Il y a plusieurs manières de décarboner. Donc il y a l'utilisation de matériaux naturels, moins carbonés dans leur production en amont. Il y a la réutilisation de matériaux, donc une seconde vie, donc le réemploi, le réemploi de bâtiments ou de parties de bâtiments. Il y a la rénovation thermique dont on a parlé pour le pavillon français, présenté magnifiquement par nos collègues de l'Institut français, sur réduire la consommation, notamment chauffage du bâtiment. Et il y a aussi le transport des matériaux. Donc nous, on est plutôt pour l'instant engagé sur la première question, qui est celle de la décarbonation des matériaux en amont qu'on utilise. Et pour ça, il y a différents matériaux. Donc, la terre crue, dont on a parlé, qui peut se déployer en matériaux porteurs, en matériaux de remplissage, en matériaux de finition. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces choses-là. Le bois, le chanvre, le mycélium, etc. Donc nous, on pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant au-delà de simplement des matériaux qu'on substitue à d'autres, c'est qu'il y a un dépassement qui, pour nous, est quelque chose d'extrêmement gai, parce qu'on parle d'émotions, etc. Dans le renversement, il y a une reconquête possible de la technique par le champ de l'architecture qui est un double dépassement. Donc le dépassement d'une culture prémoderne, on va dire 19e, qui est celle du pocher, dont l'école des beaux-arts était une éminence au 19e, c'est-à-dire on pense architecture en plein et en vide. Le plein, donc le noir, donc c'est le mur, ce qui va en fait définir un vide, qui est la pièce dans laquelle nous sommes, qui est une grande boîte avec une toiture à double pan. C'est l'espace dans lequel nous sommes. Il a une hauteur, une profondeur, etc. Et en fait, ce qu'on met dans le noir, ce qui va compter, c'est ce que dit Gottfried Semper au 19e, ça va être son ornement. C'est ce qui va paraître à l'œil omnipotent du 19e. Puis au 20e, c'est la libération du plan par le béton. Donc ce matériau magique, ce fluide fixe que l'on déverse comme un liquide et qui se fige, pour lequel on a encore du mal et qu'on accompagne de verre, qui est un matériau aussi très carboné. Donc en fait, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est plutôt de repenser ce qu'il y a dans le mur. En plus, le mur se complexifie aujourd'hui avec les réglementations thermiques. Et donc, c'est de se confronter à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les matériaux? Partir des matériaux pour penser architecture, donc des matériaux porteurs, des matériaux isolants, des matériaux de finition, parce que rénover thermiquement avec des matériaux issus de la filière pétrochimique, ça pose aussi des questions. Penser en amont aussi des bâtiments évolutifs, avec une trame, etc. Donc voilà, c'est toute une série de questions sur lesquelles nous, on essaie de travailler. Donc, j'ai pas du tout répondu à la question du mycélium, parce que je pense que c'est une problématique beaucoup plus large, mais je sais que les garçons vont en parler. C'est ma casquette terre crue, je peux pas m'en passer. C'est une addiction. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Alexandre, tu voulais répondre juste rapidement. C'est juste une interpellation. Il y a 3 ans, on a travaillé avec une agence dans le domaine du BTP, de l'immobilier, sur l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France. Il faut se faire plaisir, donc autant choisir le Grand Paris pour imaginer d'arrêter de construire. Je voulais savoir si c'était des directions vers lesquelles vous alliez, parce qu'une des questions qui émergeait, c'était si on bascule vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation, que devient le métier d'architecte? Comment il se redirige d'une certaine manière? Et il y a notamment 2 architecte et chercheuse en architecture, Fanny Lopez, qui est bien connue aussi pour ses travaux sur l'énergie, et Frédéric Moquet, qui distingue le nouveau et le neuf. Le neuf, c'est la production de nouveaux objets, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, et le nouveau, c'est des manières de faire autrement. Est-ce que vous investissez le nouveau plutôt que le neuf, par exemple?
Je crois qu'on, bon, en tout cas, nous, on a pour l'instant encore une jeune pratique, mais je crois qu'on investit les deux et qu'il faut investir les deux. Soit quand même besoin de, on construit pas assez on a quand même aussi une pression démographique, etc. Mais donc il y a la question, effectivement, de la rénovation du parc existant. Par exemple, nous, on est à Bruxelles. À Bruxelles, en 2015, il y a 1,6 million de mètres carrés de bureaux vides. Donc, il y a une grosse question, mais après, ça pose une question foncière, une question de propriété, etc. Il y a une énorme question sur investir sur ce qui est déjà là. Et en fait, le rôle d'architecte, il est, encore une fois, soit on a une vision, je n'ai rien contre les ingénieurs, mais soit on a une vision techniciste, c'est-à-dire on va répondre avec une logique calculatoire, etc. Ou nous, on va dire une logique d'architecte sur innovation thermique. Il y a des zones, on va pouvoir définir une hiérarchie entre des salles chauffées, des salles non chauffées. Et en fait, on va reposer encore les mêmes questions de distribution, d'accès, de lumière, de justement une zone chauffée va être enveloppée, va avoir des finitions, comment on va en fait donner un espace généreux avec parce qu'en fait dans ces matériaux il y a aussi une grande qualité tactile, une qualité visuelle, une qualité là par exemple on travaille sur un bâtiment neuf mais qui est avec Art Berthelot, un bureau d'architecture à Lille, qui est une maison de l'enfance en ossature bois massive et en bloc de chaux-chanvre pour l'isolation. Il y a aussi une qualité de l'air. Donc, en fait les enfants vont profiter de la qualité inhérente de matériaux naturels perspirants, donc c'est-à-dire que la migration de vapeur d'eau à travers le mur se fait. Donc là, sur du neuf, il y a une réponse décarbonée, et sur de la rénovation, c'est comment on va travailler avec ces mêmes matériaux perspirants, donc des doublages en fil de bois, en chaux-chanvre, projetés, en bloc. Voilà. Donc en fait, là, la réponse d'architecte, elle est aussi réponse systémique. On parle holistique. Aujourd'hui, faire un tout avec... bavard un peu. Corentin, oui, merci d'avoir répondu de manière très large. Mais, alors, comme ça, Charles aura la double responsabilité et de parler du mycélium et de le faire rapidement. Alors, qu'est-ce que ça fait de co-créer avec du mycélium, avec du vivant? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce qu'ils vous répondent? Est-ce que vous leur donnez à écouter de la musique? Travailler avec le mycélium, c'est... Donc nous, on n'est pas du tout scientifique de base, donc on l'a vraiment découvert, en tout cas au début avec Florian, par l'expérimentation empirique. Donc oui, on communique beaucoup avec eux, c'est plutôt eux qui communiquent avec nous. Dans la pratique, dans les expérimentations, on va voir comment ils vont évoluer avec les milieux qu'on va leur créer. Et c'est surtout, après, ils vont plus nous communiquer de comment prendre soin d'eux et comment nous permettre, justement, qu'on parlait de la maison campagne, comment nous prendre la maison et l'habitat et apprendre à en prendre soin, plutôt que de tout le temps, comme on a l'habitude de faire maintenant, de se mettre en dehors en fait, de l'habitat, d'habiter quelque chose d'inerte, et comment finalement en fait, on pourrait juste vivre avec ce vivant. Florian Mailleux, je sais que tu as été fortement influencé par le vaudou quand tu es allé au Bénin, et je me demandais quel avait était le rôle de la spiritualité dans ton interaction avec le mycélium, parce que ce que je trouve très intéressant dans la spiritualité, c'est qu'à plein d'égards, elle permet de sortir de ce clivage entre une écologie de surface consumériste et une écologie vue du Sud qui est toujours sociale, anticapitaliste et spirituelle, en tout cas selon Mohamed Taleb. Mais oui, c'est vrai que du coup, avant de monter Bento et de travailler avec, enfin de collaborer, d'ailleurs les mots sont importants aussi, je pense, de collaborer avec les mycéliums, j'ai effectué une recherche sur le vaudou, où en fait, moi, c'est un ressenti hein, forcément, mais j'ai appris plutôt des sortes de responsabilités. Responsabilités du coup envers les non-humains, notamment lors de la construction de ce centre en terre crue. Mais il y avait par exemple des termitières qui étaient présentes sur le site, et en fait il y a des fabuleuses histoires pleines de vie du coup qui sont liées à ça. C'était d'essayer de comprendre du coup quels étaient les habitants et habitantes, qu'elles soient humains, non humains, présentes sur ce territoire. Et il y a des cérémonies par exemple où on va chercher une partie de cette termitière. Quelque part on l'a détruit en partie, mais on vient en fait prélever une partie de ces termitières et s'en servir comme agent liant, par exemple à la construction intercrue. Et il y a toute une cérémonie, en fait, des rituels qui sont liés à ça, qui sont justement encore une fois une question de responsabilité envers les non-humains et envers aussi les non-vivants. Aussi. Il y a aussi les cultes des ancêtres, les gungun, les revenants, ces fameux zombies qu'on trouve en Haïti ou même dans le cinéma hollywoodien. Et en fait, il y a ce rapport en fait qui est pas du tout linéaire en fait, donc qui est une sorte de
quelque part une sorte de rhizome qui est pas une pensée qui est linéaire, qui est décentralisée en fait, qui est intéressante justement pour ces questions-là, de penser en termes de laisser place, d'écouter les choses être, comme Bigarro Diop a dit dans son poème que tu as repris au début de ton livre, Feral. C'est écouter les choses être, ouais, c'est un peu ça. Que tu as parlé de prendre soin des mots, et je sais que vous avez vraiment travaillé avec Vinciane Desprez sur le fait de, par exemple, ne pas utiliser le mot coloniser pour les champignons. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose à ce sujet ? Oui, c'est vrai que la partie des mots était intéressante, même dans notre pratique, parce qu'il y a 2 volets en fait avec Bento. C'est un volet architecture dans le temps présent, donc la construction, l'acte de construire ou l'acte de prendre soin aussi, et le volet recherche plutôt du coup expérimental, qui est notre association. Et dans ce volet-là, ça reste de la recherche. Donc on imagine de nouvelles histoires, un peu à la Hannah Singh, on imagine raconter de nouvelles histoires. Et notamment par les mots. Donc c'est ce que Vinciane, par exemple, nous a appris à décloisonner, en tout cas à re-questionner les mots qu'on utilise en tant que praticien, en tant que chercheur ou praticien. Notamment, par exemple, le mot colonisé en mycologie, il est utilisé, on l'a même utilisé tout à l'heure lors de la présentation du film. Coloniser, en fait, c'est quelque chose qui serait inhérent à toutes les espèces, toutes les espèces, en fait. Donc, le mot même de réinterroger le coloniser, c'est aussi un acte du coup politique, de se dire que c'est pas inhérent à toutes les espèces. Le mot production aussi, quand on parle de mycomatériaux, le fait de se dire que en fait, production, c'est un mot de l'ancien monde. Il faudrait plutôt dire que ce serait plutôt générer. C'est quelque chose qui se génère, il est vivant. On a aussi réinterroger les termes de régénérativité, etc. Je sais pas, je pense à d'autres mots. Oui, c'est court pour être précis. On voudrait en savoir beaucoup plus. Malheureusement, le temps file. T'avais terminé ? Mais c'est vrai du coup, on a coécrit un livre avec Vincent Depré, Juliette Salm et Christine Aventin. Et du coup, on parle de ces histoires-là dedans. Je vous invite à le consulter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci encore.